En lien avec la dernière question qui était posée tout à l'heure de la place des neurosciences aujourd'hui dans le paysage et de la recherche qui accompagne ces neurosciences, je vais faire le lien assez simplement avec la présentation de Jean-Paul Lanquetin pour vous dire qu'il n'y a pas que dans les neurosciences ou dans la science pure et dure que l'on effectue de la recherche. Et que les sciences humaines, enfin on a eu aussi un peu un aperçu avec le propos d'Alexandre Farcy, mais surtout là, au travers de ce que Jean-Paul va nous présenter, la recherche, elle accompagne aussi les sciences humaines, elle accompagne aussi notre travail. Donc Jean-Paul Lanquetin est infirmier de secteur psychiatrique, il y tient, il est chercheur, et il a participé avec quelques collègues à une recherche menée en soins sur plusieurs années, chercheur en soins, oui, il va préciser ça dans quelques instants, sur ce travail de l'informel. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le champ qui est le nôtre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, enfin Marc, notamment au travers de la place de la fonction d'accueil, comment rendre compte de ce qu'est l'accueil en psychiatrie, de tous les éléments que cela met en cause, en question, au travail, chez nous, chez l'autre, dans cette dimension de l'un à l'autre, eh bien, il y a certainement des modalités aujourd'hui d'essayer de rendre compte de cela d'une manière un petit peu plus scientifique, un peu plus modélisée. Et c'est ce dont Jean-Paul Lanquetin va nous parler actuellement, tout en faisant bien sûr des liens avec la clinique, parce que son propos, vous verrez, est quand même très articulé à la question clinique. Donc Jean-Paul Lanquetin, il travaille sur l'hôpital de Saint-Cyr au Mont-d'Or, qui est au nord de Lyon. Et je lui laisse tout de suite la pour son propos. Merci. Bonjour. C'est bon pour le micro? Bonjour. Merci tout d'abord à l'association Croix-Marie Régionale Basse-Normandie de m'avoir invité pour faire connaître nos travaux. C'est un point important et c'est effectivement la finalité d'une recherche que de pouvoir donner un peu de visibilité à ces résultats. Je souhaitais vous présenter rapidement mon intervention. Je vais m'appuyer sur des diapos. Le matériel restera disponible, bien sûr. Et je vais vous présenter mon intervention grosso modo en 4 parties. Je vais vous dire un peu qu'est-ce qui nous a amené à un parcours de recherche. Ensuite, comment on a travaillé, parce que cette question est quand même importante pour avoir nos résultats. Balayer un peu l'ensemble de nos résultats. On va faire une illustration à partir de certaines fonctions. Et puis finir le propos sur le statut épistémologique de ce travail informel et son devenir en termes justement de réintégration dans les pratiques soignantes. Effectivement, le lien avec la recherche par rapport à nos pratiques, dont un certain nombre sont tombés un peu, si ce n'est en désuétude, en tout cas avec moins de visibilité, c'est le thème de mon propos, faire le lien entre ces outils, ici l'outil de recherche, et la possibilité d'asseoir un certain nombre de pratiques sur des données dans un cadre scientifique qui deviennent donc alors des données valides. L'autre idée, c'est, vous êtes un public majoritairement de soignants, donc j'ai beaucoup de collègues, je pense, infirmiers en face de moi, c'est non pas de parler sur notre travail, mais de parler de notre travail, c'est-à-dire notre travail de l'intérieur, et c'est pour ça que le titre de praticien-chercheur, qui est un titre autoproclamé, il n'y a pas de statut de chercheur pour les infirmiers, vient coordonner. Un praticien-chercheur et infirmier, c'est faire ce lien entre notre travail pratique au quotidien et notre position de recherche. Alors je suis infirmier de secteur psychiatrique, j'ai travaillé dans plusieurs institutions, j'ai fait à peu près 3 décennies en hospitalisation temps plein, et depuis une décennie je suis en CMP, CRTTP, et depuis peu mon temps recherche a augmenté et je finis ma carrière sur un temps dévolu entièrement à la recherche. L'idée qui va me guider dans le propos, c'est qu'avant de chiffrer l'activité, il faut la déchiffrer, c'est-à-dire savoir de quoi nous souhaitons parler. Juste quelques précisions sémantiques, un champ définitionnel et puis ensuite je commence. De quoi on parle quand on parle de recherche? Faire de la recherche, c'est se mettre en recherche. Se mettre en recherche, avoir un questionnement, travailler une question, c'est un travail de la question, apporter un certain niveau de réponse.
Faire de la recherche, c'est augmenter le niveau, comment dire, d'investigation sur cette question et le faire dans un cadre scientifique. La recherche infirmière et la recherche en soins. La recherche infirmière, c'est une recherche qui est menée par des professionnels infirmiers. Elle peut concerner aussi bien l'organisation, les formations, différents aspects ou volets du travail infirmier. On parlera de recherche en soins, cadre dans lequel je m'inscris, ici, quand on parle de la contribution spécifique des infirmières et des infirmières ici en psychiatrie aux soins. Donc, recherche en soins infirmiers en psychiatrie. Évidemment, vous enlevez le mot infirmier, vous pouvez mettre d'autres professionnels derrière cette terminologie. Il faut dire aussi aujourd'hui qu'il y a une dynamique nationale en termes de recherche, particulièrement depuis 2010 avec la mise en place des programmes hospitaliers, que la psychiatrie, avec un certain nombre d'infirmiers, il y a quelques projets qui passent, dont certains peuvent être effectivement intéressants, mais qu'il y a une dynamique qui est émergente. Notre question de recherche, tout de suite, les fonctions, je vais dire pourquoi les fonctions, je vais dire pourquoi l'informel, dans le travail infirmier en unité d'hospitalisation adulte temps plein. Notre cadre d'investigation. Donc, on a choisi le cadre de l'hospitalisation temps plein par rapport à notre porte d'entrée, qui est l'analyse du travail et ce que la psychodynamique appelle le réel de l'activité, ce que les soignants font réellement au quotidien. Donc cette partie, on peut aussi la formuler sous le terme de travail visible-invisible. C'est une formulation qui correspond. Pourquoi on s'engage dans un processus effectivement de recherche, même si au départ on ne savait pas forcément où on allait aller. On était effectivement un groupe, comme Pascal Crête l'a rappelé. On a fait toute une étape exploratoire et notre projet, on l'a déposé auprès d'un comité scientifique, ici l'hôpital du Vinatier, qui est un gros hôpital, il y a des hospitalo universitaires, et donc ce comité scientifique est ouvert à tous les soignants, et on est passé par cette porte pour avoir un cadre de validation scientifique. Le GRSI, c'est l'appellation de notre groupe de recherche. Donc j'ai fait cette recherche avec ma collègue du Vinatier qui s'appelle Sophie Ducriel. Pourquoi on fait de la recherche? Évidemment, la promotion des métiers, l'affirmation, la reconnaissance, il y a tous ces éléments. Mais ce n'est pas les éléments principaux. Pour nous, c'est de deux types. Nos motivations, elles sont d'une part en lien avec une double insatisfaction. Parfois, une insatisfaction qu'on peut avoir dans nos soins au quotidien, de ne pas pouvoir être suffisamment efficace, de pouvoir suffisamment accompagner ou soulager des problématiques psychiques et leur symptomatologie à certains moments. Et puis un deuxième point qui était pour nous important, c'est de voir que tout ce travail qu'on a mené pendant des décennies, on y reviendra avec le développement du secteur, avec nos pratiques effectivement professionnelles, de voir qu'un certain nombre de ces savoirs passaient petit à petit à la trappe, avec une culture de la rencontre en psychiatrie qui peut devenir ici ou là évanescente. Et que la question effectivement de la formation ou de l'écriture n'est pas suffisante pour remonter en puissance sur ces questions. Donc nos préoccupations, elles sont là. La recherche, ici, devient pour nous une possibilité d'aller à la reconquête de nos métiers, de se réapproprier une clinique infirmière en psychiatrie en ce qui nous concerne. J'aime bien dire repsychiatriser notre champ et nos métiers. Pourquoi on a choisi l'informel? Vous avez certainement tous entendu parler. Quand on parle de ces zones, il y a un mot qui revient souvent, le concept d'interstice qui a été amené par Roussy en 84. On peut parler effectivement d'entre-deux, de temps intermédiaire. Mais il nous fallait trouver une notion qui soit la plus large possible. Alors on a retenu l'idée d'informel pour 5 critères. Je vous les passe très vite. Il est au carrefour de plusieurs disciplines, pédagogie, sociologie. L'idée de base par rapport à cette idée d'informel, c'est que toute forme prend naissance dans la forme et non l'inverse. C'est vrai qu'on fait un groupe terre avec nos patients, on prend une page blanche et qu'on met des formes dessus. Et pour certains de nos patients, la construction du lien, la construction de la relation va partir d'éléments qui ne sont pas donnés d'avance et sur lesquels on va les mettre en forme. D'où l'idée d'un dispositif, d'où l'idée de ces actions. Ça, c'est l'idée de base. L'informel se construit donc dans l'organisation du travail comme un continuum sur lequel va s'organiser le travail prescrit et le travail programmé. Un autre point, c'est que c'est une entrée large. Quand on parle d'informel, je peux aussi bien parler de ma pratique avec un patient de manière singulière, ou le groupe de patients, ou avec mes collègues dans le cadre de l'équipe. Donc c'est une entrée qui nous permet de traiter tous ces aspects à la fois.
Une autre idée, qui n'est pas la finalité de l'informel, mais seulement une possibilité éventuelle, c'est le passage vers une formalisation de certaines actions qui vont trouver leur fondement, leur soubassement dans des actions qui sont des actions de type informel. Faire une recherche, donc pour nous, il y a des objectifs derrière. Ces objectifs qui sont derrière moi, ce n'est pas faire une théorisation des soins infirmiers. C'est d'abord rendre visible, ou en tout cas amener plus de visibilité et de lisibilité à nos actions au quotidien. Donc identifier, caractériser, parce que c'est le mot en recherche, un certain nombre de cette partie de l'activité invisible des infirmiers dans les unités temps plein. Enfin, c'est mettre en perspective le rôle propre et l'interprofessionnalité dans les soins. Autrement dit, c'est la question qui nous occupe aujourd'hui, comment on utilise au mieux le dispositif, les soins infirmiers dans le cadre de l'hospitalisation en temps plein et au-delà, et donc cette dimension du soin institutionnel. Un petit retour en arrière pour rappeler dans quel contexte cela se produit. Évidemment, on a parlé de la modification du champ de la formation, où on a changé effectivement de paradigme. L'infirmier de secteur psychiatrie qui était là avait été créé en 69 et des dispositifs de formation en 73 pour accompagner dans le champ disciplinaire la mise en place du secteur. Et on a fait le choix en 92 de passer à une logique polyvalente dont la finalité est l'employabilité. Donc il y a un changement de paradigme qui se traduit par le nombre d'heures de formation initiale, puisqu'on est passé de 1376 en 79 à 440, et aujourd'hui entre 60, 80, peut-être 100 si les IFSI, où il y a des formateurs aussi. Donc une chute de 80 à 95, pour 90 à 95%, là où les besoins n'ont pas diminué, là où l'évolution des sciences et techniques nous laisse à penser que notre travail est toujours là. En fait, j'ai fait un rapide calcul d'extrapolation hier soir, j'ai calculé qu'il nous restera 3 heures en 2020, en 12 heures, 3 heures en 2030 et puis 8 minutes en 2050. Cette question donc de la visibilité est apparue pour la première fois dans les discours des hommes d'État de la santé publique, et ce thème, on était déjà en travail dans ces années. Il est apparu le 19 décembre 2004, porté par le ministre d'alors, Philippe Douste-Blazy. Et le 19 décembre, c'était le lendemain du drame de Pau. Donc il a fallu une effraction sociale de la psychiatrie dans son rictus étroit pour que cette question du soin au quotidien revienne par une autre porte, et ici portée par son ministre. Allez, une petite partie méthode. Méthode, recherche, sciences humaines et sociales, appliquée au domaine des soins infirmiers. Recherche qualitative, descriptive. 3 outils d'investigation. Quand on a fait notre investigation, on a commencé par des entretiens, on a vu que ça ne suffisait pas. Et donc on a doublé avec des observations et des actions dialoguées. L'action dialoguée, c'est un arrêt sur image. Et pourquoi tu fais ça? L'observation, on est resté avec mes collègues, je vais vous en parler, pendant des séquences de travail. Et ces séquences, on les a choisies naturellement là où l'écart entre le soin prescrit et le soin du côté du rôle propre le plus important. Donc on a choisi des séquences d'après-midi, des séquences de week-end et des séquences de nuit pour approcher notre objet. Une étude multicentrique, donc ça veut dire qu'on a été dans plusieurs sites hospitaliers, on a été dans 4 hôpitaux, représentatifs de l'offre hospitalière publique sectorisée, c'est-à-dire services de psychiatrie sur site traditionnel, services de psychiatrie de type SPIC, services de psychiatrie sur site CHU et services de psychiatrie en service rattaché à l'hôpital général. Avec ça, on a 99% de l'offre hospitalière et donc une représentativité de nos résultats. Nos axes théoriques sur lesquels on a pu s'appuyer. Ces axes théoriques viennent d'être rappelés. Et oui, la psychothérapie institutionnelle, c'est quand même un modèle théorique dont tu nous as rappelé qu'effectivement, toute situation de lieu et de personne peut être un levier ou avoir un potentiel thérapeutique. Donc, avec la psychothérapie institutionnelle, on a un modèle global qui nous permet effectivement d'appréhender et des concepts sous-jacents. Le deuxième point, c'est la psychodynamique du travail, dont on a découvert qu'elle est née dans les suites du colloque de Bonneville de la même matrice théorique que la psychothérapie institutionnelle à travers l'avènement de la psychopathologie du travail au tout début des années 50. Et qui a connu
son renversement épistémologique dans les années 80, avec Christophe Dejour, et la psychodynamique du travail. La psychopathologie du travail, c'était savoir est-ce que certains types de métiers pouvaient impacter ou rendre malade l'homme. Les résultats ont été très modestes, la névrose du télégraphisme. Et puis le renversement de Christophe Dejour, ça a été de dire, et ensuite de son école, mais comment l'homme peut-il rester sain dans des contraintes de travail qui sont parfois folles? Donc on est dans cette logique-là. La psychodynamique du travail, c'est une loi, c'est plus un concept. Il y a un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Il n'y a pas de travail de simple exécution. Pour nous, soignants en psychiatrie, il me semble que cet écart est parfois abyssal. Prescription, donner un traitement ou faire une injection à un patient qui n'a pas forcément envie de l'avoir, avant la limite de la coercition. Voilà le travail prescrit. Je vous laisse imaginer le travail réel et le déploiement des savoirs qu'il faut faire pour amener justement un minimum de compliance. Je pars toujours avant la limite de la coercition. Troisième axe théorique, ce qu'on a nommé la praxéologie, c'est la réflexion sur l'action et c'est la réflexion dans l'action. Voilà, dernière page de présentation de nos travaux. Donc à partir des entretiens qu'on a fait auprès de 3 populations, les psychiatres de métier, pour avoir une référence théorique sur l'orientation des unités de soins, justement, les cadres de santé, pour avoir une référence sur l'organisation du travail dans les unités de soins, et naturellement notre population, infirmiers, ISP, IDE, à parité. Donc on a interviewé 48 personnes. Les observations, on a fait 24 séquences d'observation de 8 heures, dans le cadre que je vous ai donné. Et puis les actions dialoguées, qui est un outil enchâssé dans l'observation. À partir de là, on a pu dégager 3100 unités d'action en lien avec l'informel de l'ensemble de ce matériel. Ce matériel, on l'a construit ensuite en termes de catégorisation avec la théorisation ancrée, c'est le nom de l'outil méthodologique. Et on est arrivé à 3 niveaux de résultats. Le cœur de notre recherche, avec les 139 fonctions, avec l'informel, on a pu, vous allez me dire pourquoi 139 et pas 140, c'est le principe de saturation en recherche. On commence, on codifie, on catégorise, on codifie, et puis à un moment donné, toutes les données qu'on a rentrent dans les catégories, et il n'y a plus besoin d'augmenter son arbre de catégories. C'est un principe scientifique qui a autant de valeur que les statistiques en méthodologie quantitative. Le deuxième niveau, donc 3 niveaux de résultats, je les passerai assez vite. Le deuxième niveau, c'était finalement, comme on avait dans le matériel, on a pu faire un traitement quantitatif de ces données qualitatives, grosso modo. Ça se passe où, l'informel? Avec qui? À quel moment? Dans quel lieu? Est-ce qu'il y a des différences entre les unités, les sites, entre les professionnels et entre les chercheurs? Ça répond à ces questions. Puis notre troisième niveau de résultats, ce qu'on appelle les invariants opératoires, c'est le terme, c'est les constantes. Des éléments qu'on a retrouvés auprès de tous les sites et de tous les professionnels. On a travaillé par fonction. On aurait pu travailler par intervention et tout. Mais on a choisi la fonction parce que la fonction, pour nous, ça répond à la question si je fais ça, pourquoi je le fais, à quoi ça sert. Donc c'est une modalité qui permet de répondre à la question, qui lie en tout cas l'action et la réflexion. On est dans l'acte, mais on a des éléments périphériques à l'acte. La fonction permet aussi de dessiner une finalité de l'action. Si je vais faire ça, si je vais avoir telle attitude, si je vais dire bonjour de telle manière à ce patient, c'est pas uniquement parce que j'ai envie, même si l'envie fait partie de mon intentionnalité, c'est parce que j'ai une idée sous-jacente derrière et que je veux voir d'autres éléments. Comment ça va se passer, comment il se présente, est-ce qu'il me répond, son regard, sa pulsionalité de contact. Et donc il y a des représentations finalisées de l'action. Donc l'action va se servir immédiatement des petites actions du quotidien pour dérouler des fois des scénarios avec beaucoup plus de profondeur. Jean Horry parlait de téléoptique. Et puis on en parlait aussi ce matin, à travers la psychothérapie, la question de la fonction est un des éléments conceptuels avec Staturo, les fonctions du côté de la psychothérapie institutionnelle, notamment dans le passage de la hiérarchie statutaire à la hiérarchie subjectale, c'est-à-dire que dans nos travaux, il y a des moments pour les statuts et les fonctions symboliques, et puis il y a des moments pour le travail en commun, et là, la subjectivité de chacun, le déploiement de ses ressentis, de ses vécus, de ses émotions, la narration psychique qu'on peut en avoir, ne se hiérarchise pas. Notre investigation, du coup, dans cette logique, on va s'intéresser au dessous du soin. Si on demande à un infirmier aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pendant ta séquence de travail,
très souvent, la narration va se faire à travers des éléments repères. Il va falloir aller plus loin, c'est-à-dire les injections, l'entretien, enfin plutôt le programmer et le prescrit. Et puis il va falloir questionner plus loin pour savoir que ça, c'est une partie de l'activité, mais ce n'est pas forcément la partie la plus importante, cette partie visible. Il y a tout ce que la personne va mettre dedans et comment il envisage justement son travail. C'est les dessous du soin. C'est le cas du rôle propre pour les infirmiers. Donc, plus une opposition distinctive entre le fond et la forme. Cette idée aussi, c'est, en partant du constat précédent, c'est-à-dire absence, diminution constante des formations initiales, mais aussi saisie de l'activité. Je me rappelais les premiers outils, le PMSI à la fin des années 90, toute action en dessous de 10 minutes, elle ne donne pas lieu à cotation. Qu'est-ce qu'on en fait des actions en moins de 10 minutes qui ont de la valeur aussi en psychiatrie? Donc, une mode de saisie de l'activité ou de la charge de travail qui ne prend pas suffisamment en compte ce réel de l'activité et qui donc avance dans une variable masquée suivant les regards des différents protagonistes ou interlocuteurs de notre champ. Donc les dessous du soin, c'est une base. Et il faut une base pour supporter ce qu'il y a dessus. Il faut des fondements. Donc notre idée, on n'est pas dans l'extraordinaire, on est dans l'infraordinaire. On n'est pas dans l'exotique, on est dans l'endotique, comme dirait Georges Perec. On va voir ce qu'il y a dessous, pour mettre son dessus dessous peut-être. Alors voilà les résultats, comment on a travaillé. On a travaillé avec un dégagement de fonctions qu'on a appelées des fonctions génériques ou matricielles. Ici, la fonction créativité. Et puis pour chaque fonction matricielle, on a raccordé ce qu'on a appelé des fonctions primaires. Et ces fonctions primaires décrivent des savoirs d'action particuliers. Ils sont distincts les uns des autres, mais il faut bien les imaginer comme étant un chapelet et qu'ils ont une connectivité entre eux, et que plus cette connectivité est importante, plus il y a une finesse à la fois de réactivité et d'adaptation, d'ajustement clinique dont on parlait tout à l'heure. À l'exemple de cette fonction, la créativité. La créativité, par définition, ça ne se prescrit pas. La générosité, l'empathie, tous ces éléments ne sont des éléments imprescriptibles qui font partie du travail. Mais le travail, ce n'est pas que la tâche. Le travail, c'est les investissements immatériels que l'opérateur, le soignant, met dans son travail et le support sur le groupe au travail. Ça a été évoqué aussi ce matin, j'appelle ça le collectif. Quand Marc Toulouse disait l'importance de l'appui sur un collectif relativement stable, c'est bien l'idée qu'il y a des constructions effectivement d'équipes par mouvement d'aller-retour qui permettent d'avoir des accords normatifs de travail. C'est bien, là, cette action a bien marché, donc elle est repérée au niveau du groupe, elle est validée ensuite par le groupe, elle donne une ossature et une confiance également au collectif de travail ici présent. Elle donne une antériorité de connaissance également sur le patient, sur le parcours du patient. Et elle augmente donc cette capacité collective. Alors, je vous donne les fonctions en rouge, je m'arrêterai un tout petit peu plus. La fonction, par exemple, prise de risque et transgression novatrice. Qu'est-ce qu'on avait dit? Eh bien, la transgression novatrice, ce n'est pas un interdit des fondamentaux ou des lois, évidemment. C'est un interdit, c'est un dépassement d'un interdit du côté de la pression de conformité ambiante, de la pesanteur normative locale. Ici, on ne fait pas comme ça. Et autrement dit, c'est une marque un peu de transgression, mais avec l'idée que, avec nos patients, et en général aussi dans tous les modèles d'organisation, toute innovation suppose une transgression. Et dans notre action, les transgressions novatrices, elles étaient plus du côté de ce qu'on n'imagine pas, ou ce qu'on imagine effectivement d'une infirmière. Et ce qu'on a pu observer, par exemple, c'est une infirmière qui le matin, dans son unité de soins, en participant à l'éveil du collectif, interpelle un patient manifestement marqué du côté de la psychose schizophrénique et se met à chanter, lui proposer de faire un pas de danse. C'est un renouvellement des modes d'accès à l'autre. Elle n'a pas fait ça uniquement par lubie, elle avait envie de le faire, mais il y avait une intentionnalité. C'est qu'est-ce qui va se passer si j'utilise cette palette relationnelle que je n'ai jamais utilisée, ce mode d'accès. Mais ça s'est fait de manière parfaitement spontanée. Mais ce n'est pas ce qu'on imagine. Et il y a des endroits, ce ne serait peut-être pas aussi souple de le faire aujourd'hui. Deuxième point, la singularisation. C'est une fonction qui peut aller aussi... C'est une fonction de renforcement positif. On a vu que aussi bien en accord entre le groupe patient et le groupe soignant, c'est faire exister un patient à un moment donné par rapport à une compétence ou une ressource qu'il a et qui est reconnue par l'ensemble du groupe. Il a une compétence, il joue de la guitare, ou c'est le guitariste, ou il joue bien, ou voilà. Et il est interpellé souvent sur ce mode-là
Et non pas du côté du déficit, mais une singularisation, il n'y a que lui qui est comme ça, et c'est un renforcement positif. La fonction d'évaluation, c'est la fonction d'évaluation dans le cadre du rôle propre et de la gestion du cadre de soins. Ça a été également évoqué dans l'adaptation du cadre de soins. Quelle latitude les soignants se donnent dans le cadre de soins. Moi, je parle souvent de cadre thérapeutique et de cadre de soins, et l'ensemble, c'est le cadre clinique. Le cadre thérapeutique, c'est les consignes médicales, et le cadre de soins, c'est du côté soignant et encadrement. Plus il y a de demandes de cadre thérapeutique, moins il y a de cadre de soins. Plus il y a de cadre de soins, moins il y a de cadre thérapeutique. Et quand les infirmiers ont donc la latitude d'utiliser leur cadre de soins, ils procèdent à des évaluations de situation. Et l'évaluation de situation, c'est une observation, un raisonnement clinique, un processus décisionnel et une action sur le cadre de soins. La fonction d'initiative, elle est absolument multiple. C'est toutes les possibilités que mettent les soignants pour déplacer, multiplier les possibilités de rencontre avec le patient et de jouer sur ce qu'on peut proposer. Tout à l'heure, j'entendais qu'effectivement, le premier objet de l'hospitalisation, c'est la sécurité. C'est créer du sécurisant, avant de uniquement du sécuritaire. Créer de la sécurité. Et créer de la sécurité, c'est créer de la quotidienneté. Donc, c'est créer du familier. Le familier entendu au sens de connu, rassurant. On est dans un univers. Jean Houry nous disait, le quotidien pour un psychotique, c'est rare. Et donc il y a cette valence à vouloir créer de la quotidienneté. Mais, et ça se soutient d'un paradoxe, créer de la quotidienneté, c'est créer du familier, sans créer de la routine. Et par exemple, il y avait dans une unité, les infirmières et les infirmiers présents ce soir au repas avaient décidé de modifier l'organisation des tables. Donc, on était bien dans cette idée. On est dans quelque chose de quotidien, mais on bouge. Il y a des choses mobiles à l'intérieur qui viennent réinterpeller, qui est la distribution des places et des uns et des autres et le pourquoi. Là, on est dans des idées qui viennent justement conjuguer cette question entre, j'ai trouvé, entre quotidienneté et différence avec la routine. La fonction psychodramatisation, c'est une fonction qu'on a isolée et elle a la particularité de s'appuyer sur un éprouvé, une émotion réelle du côté du soignant. Et c'était, que ce soit de la peur, la colère ou l'étonnement. Tiens, aujourd'hui, bah, dis donc, qu'est-ce qu'il s'est bien habillé, ou qu'est-ce qui s'est bien passé, ou il nous a dit des choses, enfin voilà. Que ça soit au niveau individuel ou groupal, toujours dans ces dimensions. Et psychodramatiser, c'est les soignants s'appuyaient sur cette émotion qu'ils avaient reconnue, donc on n'est pas dans du théâtre où l'émotion est recréée de toute pièce, et majoraient, surjouaient la signification de ce message, de la peur, de l'étonnement, de façon à majorer l'attribution d'attention du côté du patient. Ce mécanisme s'appelle de la cognition sociale. Et à la fois c'est extrêmement vivant, parce que ça ouvre les palettes du registre des émotions et du vivre ensemble, et à la fois ça augmente le niveau de compréhension par l'attribution d'attention du côté du patient. La fonction individualisation. C'est 1939, je n'ai pas voulu dire. La fonction individualisation, c'est un jugement clinique infirmier où à un moment donné, il se passe quelque chose sur la scène groupale du patient et il n'est pas souhaitable d'intervenir sur la scène groupale si on a quelque chose à se dire à ce patient. Donc on soustrait le patient de cette situation exposante pour avoir à lui dire ce qu'il a à lui dire dans cette situation. C'est donc un mécanisme de repérage entre bénéfice-risque d'intervenir ou de différer son intervention par rapport au témoin groupal. Je reviens maintenant sur cette fonction parole en acte. On l'a nommée comme ça. Évidemment, dans nos métiers, le logos est quelque chose d'important. On a une tradition orale, on a besoin de parler, on a besoin de pouvoir échanger. Plus les équipes se connaissent, plus les échanges peuvent être effectivement précis. Il peut se créer des situations de forme d'intimité psychique sur lesquelles justement on peut aller encore plus loin dans ce type de travail. Mais cette action, c'est aussi faire parler le quotidien au sens qu'a pu le dire Racamier, du côté de l'action parlante ou de l'agir thérapeutique. On a remarqué que dans beaucoup de situations, les situations d'accompagnement, les soignants accompagnaient le patient en démutisant l'ensemble des codes qui habituellement sont muets. Et cette démutisation permet de, signifier l'action,
contenir ou signifier l'intention. On va faire ceci, on va s'y prendre comme ça, on va aller là, je suis, etc., on va faire, etc., avec un ordonnancement. Et cette démutisation continue de l'action limite aussi le biais d'attribution d'intention dans le déroulement de l'action. Et puis la parole, c'est quand même un outil qui va être un outil prioritaire pour nous, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et souvent, dans les relations, la parole a manqué, la parole, comment dire, l'idée, c'est que être de parole, être un être de parole, ça veut dire tenir parole. L'entretien, l'étymologie de l'entretien, c'est aussi tenir ensemble. C'est ce sens-là. Donc être de parole, ça va être limiter l'écart entre faire ce que je dis et dire ce que je fais. Et le principal exemple, c'est le renvoi. Le patient qui sollicite, qui est au bureau infirmier, qui est dans le couloir, qui a une demande particulière. Non, j'ai pas le temps tout de suite, dans 5 minutes. Et 5 minutes.